Mais avant d'aller nous balader à l'ombre des buildings, on se frotte à la terre rouge de Madagascar. Une dynastie royale y a régné sans partage jusqu'à l'arrivée des Français. Cette dynastie, c'était les Mernes. Et sans eux, la grande île ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une île-continent, la 4e plus grande île de la planète, une terre sauvage avec des forêts tropicales primaires et une biodiversité unique. Madagascar, c'est aussi entre le 15e et la fin du 19e siècle, un royaume des plus puissants de cette partie du globe, le royaume Merne. Le royaume Merne se confond avec le destin d'une famille royale, une dynastie qui unifia progressivement un immense territoire et qui n'hésitera pas à s'appuyer sur la venue des colons européens pour faire de Madagascar un État moderne, ce qui causera aussi sa perte. Dès qu'on dit Indien pour Merne, il y a une expression très connue des Malgaches, c'est Niran Mas Navala Paris, ça veut dire la mer sera à la limite de mon royaume. Sur les hauts plateaux de l'île, bastions, villages et même palais restituent aujourd'hui le passé grandiose de cette royauté disparue et à travers elle, c'est toute l'âme du pays qui se dévoile. L'histoire de Madagascar est en soi un voyage. D'Afrique, dont elle s'est séparée il y a des millions d'années, elle a gardé la terre rouge. D'Asie, elle aurait hérité d'une technique importée par les premiers habitants, les rizières, mais aussi un système monarchique. À partir du XVe siècle, Madagascar est une constellation de petits royaumes, différentes ethnies, souvent en guerre les unes contre les autres. Et au XVe siècle, c'est ici, sur les hautes terres au centre de Madagascar, qu'on appelle aussi les hauts plateaux, que débute le règne des Mernes, qui luttent contre une autre ethnie, les Betsileo. Antongone est un des plus anciens sites Mernes. Il marquait alors la frontière nord du royaume. Sylvain Urfer vit à Madagascar. Il étudie le peuple Merne et la culture malgache depuis plus de 40 ans. Vous avez des vallées, vous avez des collines. On est à peu près à 1200-1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'arête centrale de l'île qu'on appelle les Hautes Terres. Au sommet, un poste défensif traditionnel. On appelle ces sites fortifiés construits sur des collines des rovas. Depuis le rova d'Antongone, les soldats Mernes observaient les ennemis voisins. À cette époque, où les guerres de conquête font rage, l'esclavage est moteur du royaume. Le système monarchique tirait sa ressource de l'esclavage. Alors, il prenait les esclaves comme prisonniers de guerre dans les guerres de conquête territoriale sur l'île, et aussi par un système moins connu, mais dont on parle encore moins, le premier-né des familles des territoires conquis devait être amené pour être esclave. La moitié de la population était esclave de l'autre moitié, en gros. C'est à partir de ces rovas que le royaume Merne ne cessera d'étendre son influence. C'est ici qu'à la fin du XVe siècle, le puissant roi Merne de l'époque, Ralambo, établit la capitale de son royaume. Il ne reste aujourd'hui que la tombe du roi, seul édifice de pierre, matériau alors réservé aux morts. Pourtant, se tenait ici une véritable forteresse, entièrement composée de bois,
matériaux dont seule l'aristocratie merne avait alors le privilège. On continue à occuper les hauteurs et on renforce la protection du site par des fossés. Et plus le site est important, plus on construit beaucoup de fossés autour. Ces fossés protégeaient le site royal. Il y en avait jusqu'à 7. Vu du ciel, ce sont les lignes circulaires de végétation entourant la colline. Dans l'enceinte du Rova, si le bois est réservé aux nobles, les sujets, eux, vivent dans des maisons en terre. En contrebas de la colline, on peut voir encore ces maisons en pisé, une méthode traditionnelle de construction toujours utilisée par les mernes. Ce sont des maisons appelées maisons en pisé, construites essentiellement avec de la latérite rouge, et qu'on essaie de bien piétiner par les ébus pour avoir une certaine compactage pour que ça ne s'abîme pas facilement avec le jus de l'eau, de la chaleur, etc. Donc généralement ces maisons se trouvent proches des rizières, proches des terrains de culture, proches des enclos des ébus. Donc généralement il y a des gens qui habitent cela. Il y a une organisation. On ne construit pas n'importe comment la maison, les tombeaux et le village. Il faut respecter les orientations. Autre vestige merne, les tambous. Ces murs en pisé sont caractéristiques des paysages des hautes terres, mais aussi de la période de paix qui s'installe sur le territoire. Ces tambous témoignent essentiellement de cette période où les habitants de Limerne qui occupaient les hauteurs, la colline, commencent à descendre sur les flancs, les bas-fonds essentiellement. Et les tambous, ce n'est pas vraiment des infrastructures pour protéger la propriété, et c'est plutôt pour délimiter la propriété généralement. C'est dû à cette période de la sécurité ou de la paix. Donc tout cela, ça va apporter des changements sur la société, l'économie, la vie politique ici à Limerne. Et c'est pendant cette période de paix, à la fin du XVIIIe siècle, que la dynastie Merne va asseoir son pouvoir sur tout le centre du pays. À 30 km, voici la colline de Tananarive. Son nom signifie littéralement « la cité des 1000 soldats », en hommage aux 1000 soldats du roi. En 1789, le roi Andriana-Primène conquiert la cité et en fait le siège de son royaume. Elle est encore aujourd'hui la capitale du pays. C'est alors la colline sacrée la plus importante du pays Merne. Dans la haute ville, ces murs de pierre de taille sont les anciennes murailles de ce qui était alors le plus grand Rova du royaume. Là, on est arrivé à la porte des étrangers de la période royale. Des 7 portes de la cité royale de l'époque, celle-ci est ce qui a survécu jusqu'ici, et c'est la porte des étrangers. Et donc les gens arrivent par là-bas, et il y a le disque de pierre qui est là, que l'on pousse le soir pour fermer la cité, et que l'on pousse pour ouvrir, pour permettre aux gens d'entrer lorsque ils ont reçu l'autorisation royale d'entrer par ici. Chacun avait sa porte. Les serviteurs de la maison royale avaient leur porte. Les guerriers avaient leur porte. Et puis il y a le personnage royal qui avait sa porte à lui. Et c'est Radama Ier, fils du roi Andriana-Primène, qui signera en 1817 avec les Anglais le premier traité diplomatique qui le reconnaît comme unique souverain de Madagascar.
Radama Ier s'impose militairement dans tout le pays et ouvre grand ses portes aux Occidentaux. L'île se modernise alors à toute vitesse. Les écoles se multiplient. On s'habille à l'européenne. En 1869, la reine Ranavalona II va encore plus loin. Elle adopte officiellement le christianisme et lève les interdits traditionnels de construction. Ce quartier s'appelle Ansaatsuru. C'est un vieux quartier historique. Et c'est là où on peut retrouver encore de nos jours des traces d'architecture traditionnelle myrne. En l'occurrence, les 2 maisons en bois qui sont là. Avant 1869, les gens construisaient avec du végétal essentiellement, c'est-à-dire du bois ou encore des joncs ou encore des roseaux. Et à côté, vous voyez, il y a une maison avec des colonnades en briques. Cette maison était parmi les premières maisons qui avaient introduit ces nouveaux éléments, c'est-à-dire la brique en argile cuite et vous avez la varangue en bois. La brique, mais aussi la pierre, qui était auparavant réservée aux constructions mortuaires, vont progressivement s'emparer de la ville. La reine Ranavalona II fera même transformer le palais royal et demande à l'architecte anglais James Cameron de le revêtir de pierre. Perché sur le point culminant de la ville, à 1430 mètres d'altitude, le palais de la reine sera la dernière demeure de la royauté merne. Cette maison royale de Mazaremadan, qu'on appelle communément le palais de la reine, représente donc la royauté malgache. Et cette maison a été habitée par les souverains successifs jusqu'au départ en exil de la dernière reine de Madagascar, Ranavalona III. Le règne de la dynastie Merne prendra fin en 1896, quand la France colonise Madagascar et destitue la royauté. Mais aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance du pays, les Mernes habitent toujours majoritairement les hautes terres. Leur dialecte est devenu la langue officielle et ils seraient encore considérés comme l'élite du pays.